Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir rejoints en grand nombre pour cette conférence de Paul Collier ici à Ottawa, dans cette très belle salle du Musée des Beaux-Arts qui nous accueille. Thank you very much. Merci beaucoup de vous être rejoints à nous ce soir pour cette conférence de Paul Collier. Ce soir, nous célébrons au Centre canadien, au CRDI, notre 40e anniversaire. Vous savez peut-être que le CRDI est une société d'État. Nous sommes assez petits par rapport aux autres programmes canadiens d'aide étrangère ou d'aide extérieure. Nous dédions nos ressources au financement de projets de recherche dans le monde en développement sur des sujets qui sont cruciaux pour le développement des pays en question. Un des programmes sur lesquels nous travaillons et auquel Paul a contribué s'intitule le Think Tank Initiative. C'est un partenariat entre la Fondation Gates, la Fondation Hewlett, le CRDI, ainsi que le ministère britannique pour le développement international. L'objectif, c'est en fait de faire à peu près la même chose dans le monde en développement, mais l'effort est concentré sur le renforcement des capacités fondamentales des institutions de recherche dans le monde en développement en vue de produire des dispositifs, de mener à des résultats axés sur des données probantes qui permettent au gouvernement et à ces pays de les utiliser pour leur politique. Paul a accepté d'être membre du groupe consultatif de cette initiative, ce qui explique sa présence à Ottawa ce soir, parce que l'initiative, le groupe de cette initiative s'est réuni à Ottawa aujourd'hui. Je pense que Paul Collier est connu en tant qu'économiste, en tant qu'africaniste et en tant qu'auteur prolifique. Au début, il publiait un journal, et je le lisais à l'époque déjà, mais il y a 10 ans de cela, heureusement, il a décidé de faire des efforts et de rendre ses idées et ses œuvres plus accessibles. Le premier résultat de ces efforts a été publié il y a 4 ans, je crois. Il s'intitulait The Bottom Billion et ça se concentrait sur les pays les plus pauvres du monde et sur leur sort. Plus récemment, il a travaillé sur le recoupement entre l'économie et les contraintes ou les limites environnementales. Donc nous nous sommes dit que ce serait une excellente occasion pour nous tous ce soir d'entendre Paul sur le sujet, mais aussi ce serait une excellente occasion pour Paul de vous écouter. Nous allons peut-être avoir certains membres du public qui vont se joindre à nous par Internet, ceux qui n'ont pas pu être des nôtres. Entre-temps, Paul, je vous cède la parole et merci d'être des nôtres. Merci David de m'avoir invité. Merci d'être venu, mesdames, messieurs. Je vais vous parler de mon nouvel ouvrage, The Plunder Planet, qui a été publié la semaine dernière. Il s'agit de l'ouvrage le plus important que j'ai écrit. Bon, est-ce que c'est le meilleur? Je n'en sais rien, c'est à vous d'en juger, les lecteurs, mais je suis sûre que c'est le plus important. Alors, sur quoi porte-t-il? Il y a la nature. La nature et la mauvaise gestion de la nature. C'est une tentative de jeter des bases communes entre les partisans de l'environnement et les économistes. Donc, des bases communes qui sont cruciales parce que, comme je vais vous l'expliquer, ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, c'est que la nature, nos biens naturels, nos capacités naturelles, eh bien, sont pillées. Alors, des bases communes, bon, entre des chiens et des chats, si vous voulez, parce que les environnementalistes et les économistes, c'est un peu comme ça. Bon, on va éliminer un peu ceux qui sont en marge, mais on va éliminer
les fondamentalistes, les extrémistes chez les environnementalistes, et on va aussi éliminer les extrémistes économistes. Essayons de bâtir des bases communes pour l'ensemble. C'est l'esprit que j'avais en tête quand j'ai rédigé cet ouvrage. C'est ce centre commun qui peut modifier les politiques et qui est si crucial. Pourquoi la nature est-elle importante? Eh bien, la nature est précieuse et elle est vulnérable. Je vais citer un environnementaliste qui a dit, bon, et d'ailleurs les économistes ne s'en rendent pas compte, la nature est spéciale. Pourquoi est-elle spéciale? Eh bien, c'est que bon, les biens naturels n'ont pas de propriétaire. Pensez-y, la plupart des biens, tout ce que l'homme a fabriqué, rien que le processus de fabrication va définir le propriétaire, initial en tout cas. Alors que la nature, elle n'est pas faite par nous, elle est là, elle existe. Donc, en l'absence de gouvernance, eh bien, tout le monde peut la piller et se prétendre en être le propriétaire. Bon, pillage, c'est un mot assez vaste et je suis un économiste un peu pédant. Alors, je vous donne ce mot un peu vaste, mais je vais le préciser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a deux formes de comportement. L'un, un petit nombre, exproprie ce qui devrait, ou en fait, s'approprie ce qui devrait appartenir à la grande majorité. Ceux qui s'intéressent au développement, vous avez pu voir à plusieurs reprises la nature piller ainsi des biens naturels qui auraient dû bénéficier à tous les citoyens et qui, au contraire, étaient exploités pour servir les intérêts d'une petite élite. Et ça, c'est une forme de pillage, et les pays en voie de développement en sont très conscients. Mais les environnementalistes, en fait, pensent à une autre forme de pillage. La génération actuelle s'approprie ce qui devrait appartenir à l'avenir, aux générations de demain. Et ces deux formes de pillage sont importantes. Sans une bonne gouvernance, une gouvernance adéquate, les biens naturels et nos responsabilités naturelles, eh bien, seront assujettis à une ou l'autre forme de ces pillages. La gouvernance est importante, et si on regarde à l'échelle planétaire, il y a deux énormes trous ou lacunes dans la gouvernance de ces biens naturels. Un, c'est bon, dans les pays les plus pauvres du monde, dans mon livre The Bottom Billion, où une gouvernance très faible est confrontée à des biens naturels énormes, très précieux, et la gouvernance en fait est dépassée, et à plusieurs reprises dans ces sociétés, ce qui se passe, c'est qu'on pille la nature de façon répétée. Donc ça, c'est une lacune dans la gouvernance. L'autre lacune, c'est bon, les biens et les responsabilités, ou les biens naturels qui ne respectent pas les frontières humaines. Donc, ce sont les poissons dans les océans, le carbone dans le ciel, les choses sous les océans, en Antarctique, donc, qui ne respectent aucune frontière. Et à ce jour, bon, ces choses sont protégées, mais n'ont pas été protégées par des règles. Elles sont protégées par l'absence de technologie pour les piller. Et maintenant, la technologie progresse et au cours des 20 à 30 prochaines années, la technologie va se développer de manière à ce que toutes ces ressources pourront être pillées. On pourra se les approprier. Voilà les deux lacunes auxquelles il faut remédier. Et c'est ce sur quoi porte mon ouvrage. Je vais vous parler un peu de ces deux problèmes ce soir. Je vais commencer par cette première lacune, donc les sociétés les plus pauvres du monde. Et j'aimerais vous convaincre ici d'un fait. La mauvaise gouvernance, la gouvernance des biens naturels, c'est
crucial pour ces sociétés, c'est plus important que toute autre chose pour ces sociétés. Pour vous en convaincre, je vais vous donner un chiffre et je vous garantis que dans un an, vous vous en souviendrez après ce que je vous aurais dit ce soir. Et nous allons commencer, pas par les pays les plus pauvres, mais plutôt les plus riches. Prenons le club des riches, l'OCDE. Ensemble, le club des riches représente un quart de la surface terrestre de la planète. D'accord? Un quart. Qui est occupé par les riches, le club des riches. Et prenons le kilomètre carré moyen de ce territoire et regardons dessous. Sous le kilomètre carré moyen de l'OCDE, on retrouve 120 000 $ de biens dans le sous-sol, de minéraux, minerais, des choses comme ça qui sont précieuses. Donc voilà, 120 000 $, souvenez-vous-en. Et maintenant, on va passer on va aller en Afrique, d'accord? Et on va prendre, on va suivre la même idée, le kilomètre carré moyen en Afrique et regardons ce qu'il y a dessous. Quel est le chiffre à votre avis? Bon, et pour rendre la chose encore plus intéressante, c'est vous qui allez me le dire. Et pour que ce soit gérable, je vais vous donner le choix, d'accord? Alors, kilomètre carré moyen en Afrique, est-ce que c'est moins que l'OCDE ou plus? C'est à vous de voter, d'accord? Je vous donne le choix. Maintenant, allez-y. Bon, qui pense que en Afrique, c'est moins? Ça vaut moins. Qui pense qu'en Afrique, ça vaut plus? C'est pour ça que vous allez vous en souvenir parce que vous avez tous tort. Vous vous êtes tous trompés. Écoutez, je vous garantis que vous êtes en bonne compagnie. J'ai fait passer le même test la semaine dernière à un groupe à Londres, à 250 gestionnaires de fonds de placement, les cadres de grands fonds de placement, des trilliards de dollars entre leurs mains. On pense que ces gens savent ce qu'ils font, mais tous se sont trompés. Et encore la semaine dernière, je me suis adressée à tous les représentants des bailleurs de fonds, à la Banque mondiale, ceux qui font des levées de fonds. Et eux aussi se sont tous trompés. Donc, écoutez, vous n'ayez pas honte, mais c'est pas que vous vous êtes un peu trompé, mais vous vous êtes beaucoup trompé. En fait, le chiffre pour ce kilomètre carré en Afrique, c'est pas 120 000 $, c'est à peu près 23 000 $. À peu près 1/5 de la valeur de l'autre. Alors pensez-y. D'une certaine façon, c'est dur à croire parce que vous avez un quart de la planète, donc les pays riches, et une autre région, quasiment un quart de la planète, l'Afrique, le continent, et les chances que ce qu'il y a dessous, dans le sous-sol, soit si différent, c'est la géologie, c'est ce qui s'est passé il y a des millions et des millions d'années de cela. Eh bien, bon, j'ai triché en fait, je dois vous l'avouer. Les chiffres que je vous ai donnés, c'était des biens naturels inconnus ou connus. J'ai essayé d'en trouver d'autres, mais je n'en ai pas trouvé. Donc en fait, je devrais peut-être vous donner un petit indice. C'est pas qu'il y a moins dans le sous-sol africain, c'est que on a moins découvert parce que on a moins essayé de prospecter. Alors, vous avez tous levé la main pour dire plus parce que déjà l'histoire pour l'Afrique et les autres pays les plus pauvres, c'est que on fait beaucoup d'extraction des ressources, ça domine l'économie de ces pays, l'extraction des ressources. Mais maintenant, pensez à ce qui va se passer. Nous sommes confrontés à des niveaux de matières brutes records en dépit de la récession mondiale. Les prix des matières brutes vont rester très élevés et ça a déclenché un processus de recherche. Et où est la dernière frontière? Où est-ce qu'on définit, où est-ce qu'on va chercher ces produits naturels, ces biens naturels? Mais c'est dans les pays les plus pauvres. Au cours des 10 dernières années ou des 10 prochaines années, on va aller chercher ces ressources et par tous les moyens possibles et imaginables, souvent peu recommandables.
Bon, ça va apporter des trilliards de dollars aux sociétés des pays, ou en tout cas des pays les plus pauvres, de l'argent, des quantités d'argent jamais vues. C'est la plus grande chance pour eux de se transformer et de sortir de la pauvreté pour enfin maintenir une prospérité. Mais ils n'auront qu'une seule chance, puisque une fois que ces biens, ces ressources auront été épuisées, ce sera fini. Si l'histoire se répète, eh bien, ce ne sera pas seulement la plus grande chance qu'ils auront eue, mais ce sera aussi la plus grande chance qu'ils auront ratée ou loupée, parce qu'à ce jour, l'histoire de l'extraction des ressources dans ces sociétés, eh bien, ça a été le pillage. Donc, de loin, la question la plus importante pour ces sociétés, c'est de s'assurer que l'histoire ne se répète pas. L'histoire n'a pas besoin de se répéter. Peut-être que vous avez remarqué ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle. Les Allemands contre les Grecs, etc. Les Allemands, bon, on le sait, c'est la société en Europe qui est la plus réticente face à l'inflation. Ils font tout pour éviter l'inflation. Pourquoi est-ce qu'ils en ont peur? Parce qu'ils ont connu une hyperinflation et ils en ont tiré des leçons. Les sociétés peuvent apprendre de leurs erreurs passées. Donc, les sociétés des pays les plus pauvres savent que leurs ressources par le passé ont été pillées. Donc, voilà cette occasion qui se présente. Mais quelles erreurs doivent être corrigées? Quelles décisions doivent être bien prises pour, en fait, puiser dans toutes ces ressources plutôt que les piller? Bon, et il faut, en fait, passer par toute la chaîne de prise de décision pour en arriver à la prospérité. Bon, le premier problème dans cette chaîne, le premier maillon est cassé. Ce premier maillon, c'est la découverte des biens naturels. Le fait que si peu était découvert, ça vous montre que déjà rien que ce chaînon a été cassé dans la chaîne. Bon, je pense que ces ressources vont être découvertes d'une façon ou d'une autre. Alors, passons au chaînon suivant de la chaîne. Comment pouvons-nous calculer la valeur ou faire bénéficier toute la société de la valeur de ces biens? Comment éviter que ce soit pillé par un petit groupe alors que ça appartient au plus grand nombre? Je vais vous donner des chiffres, je vous ai donné. Bon, j'ai donné à CBC ce soir à 5h30 ces chiffres-là, vous l'avez peut-être entendu. L'intervieweur m'a posé une question sur la République démocratique du Congo, qui en fait n'est ni démocratique ni une république, mais bon. Alors, le journaliste m'a posé la question et voilà les chiffres pour la République démocratique du Congo de l'Est. Il y a à peu près 1 milliard de dollars d'or qui est extrait chaque année et exporté, en partie par des compagnies financières de Toronto. Toronto est le plus grand centre au monde pour le financement de l'extraction des ressources, l'exploitation des ressources. 1 milliard de dollars donc qui sort de la RDC, de l'or de l'Est, et les reçus, ils vont dans les caisses de la République démocratique du Congo. On pourrait voter, je vais vous donner les chiffres. 37 000 dollars, 1 milliard sort et 37 000 rentrent dans les coffres de la RDC. Ça, c'est du pillage à grande échelle, et ça a lieu aujourd'hui. Alors, ça, c'est le deuxième maillon de la chaîne. Donc, un système fiscal efficace qui capte ces revenus, qui devrait capter ces revenus pour les sociétés, pour qu'elles en bénéficient, mais qui n'existe pas, qui n'est pas là. On peut le mettre sur pied, c'est faisable, mais ça n'existe pas à l'heure actuelle. J'aurais pu vous donner toutes sortes d'autres chiffres d'autres pays, ça aurait été la même chose. Passons au troisième maillon de la chaîne. On peut résumer en disant, bien, c'est bon, éviter le delta du Niger.
le delta du Niger s'est transformé en une catastrophe environnementale et sociale. Depuis des années, tout ce qu'on extrait du delta, on ne se soucie pas des conséquences environnementales que ça a. Et ça a mené à l'appauvrissement des populations locales, à leur misère. Ils n'ont pas bénéficié des recettes, des revenus de tout cela. Bon, malheureusement, ça a tellement créé de colère chez les populations du delta qu'il y a eu une violence organisée à grande échelle et une fausse demande. La population du delta du Niger dit que maintenant c'est notre pétrole. Et ce mouvement, ces prétentions sont mauvaises, sont erronées. Si vous avez cette idée de propriété locale de ce qui se retrouve en sous-sol, les biens naturels à ce moment-là, leur propriété est très inégale. L'Afrique est déjà morcelée en 53 pays, donc ce qui a créé beaucoup d'iniquités. La principauté de Saratomé, 100 000 personnes, sur un champ de pétrole. L'Éthiopie, 80 millions, rien. Bon, donc, même des nations entières, des nations, c'est horrible, mais si on passe à l'échelle subnationale, donc sous-nationale, des petites régions locales, si on dit qu'elles peuvent être propriétaires de choses très précieuses, ben là, on aura des iniquités énormes. Et aussi, il n'y aura aucune limite. Prenons la petite nation de la principauté de Sao Tomé, 100 000 habitants. En fait, il y a deux îles, Sao Tomé et Principe. Bon, les gens habitent sur une île et le pétrole est sous l'autre île. Donc, bien devinez quoi? Les 8000 personnes sur Principe disent « Non, c'est à nous ». Mais il n'y a pas de limite à la cupidité une fois que vous avez ce concept de propriété locale. Le delta du Niger, donc, a un grief légitime. Il aurait fallu y répondre avant en minimisant les dégâts environnementaux, en dédommageant les gens pour ces dégâts environnementaux, mais surtout en veillant à ce que les citoyens du delta du Niger puissent bénéficier équitablement, comme les autres citoyens du Nigeria, bénéficier des retombées. Et c'est là que je vais m'écarter des fondamentalistes et des environnementalistes fondamentalistes. Bon, je vous dis, il y a le fondamentalisme et il y a les environnementalistes fondamentalistes et les environnementalistes humains ou humanistes. C'est-à-dire que, bon, les premiers pensent que les gens, c'est pour la nature, alors que les autres pensent que la nature devrait être utilisée pour l'être humain. Les fondamentalistes semblent penser que l'objectif, notre rôle, c'est celui d'être des protecteurs, des conservateurs d'artefacts naturels qu'il nous faut préserver à tout coup, à n'importe quel coup, et les léguer, les transmettre à l'avenir, aux générations à venir. Et si vous êtes de cet avis, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par cet environnementalisme romantique et extrémiste, c'est un peu comme une nouvelle religion. Si vous êtes de cet avis, fondamentalement, vous vous opposez à la réduction de la propriété mondiale. Il y a une façon très différente d'envisager l'environnement et le mouvement environnemental. C'est de dire que nous avons la responsabilité de protéger les droits de l'avenir. Il ne faut pas enfreindre les droits de l'avenir. Mais quels sont ces droits? Les droits à l'avenir se rattachent à la valeur des avoirs naturels, des biens naturels, et non pas à la valeur actuelle de cet ensemble particulier d'articles. Voici ce que vous pouvez faire pour évaluer si oui ou non nous affichons un comportement éthique ou déontologique à l'heure actuelle. On peut parler de philosophie morale et de la conduite d'expériences scientifiques. Et la quatrième expérience est celle-ci. Mettez-vous à la place d'une génération future et dites-vous, si la génération actuelle utilise les avoirs naturels, est-ce que cela porte atteinte à mes droits? Et la réponse serait, ça dépend de ce qu'en fait la génération actuelle. Si
si vous êtes nigérien, que vous vivez dans la véritable pauvreté à l'heure actuelle et que votre meilleure chance de vous en sortir, c'est d'extraire du pétrole du sol et de le convertir en biens plus productifs, en écoles, en usines, en ports, qui rendront prospères les générations futures plutôt que plus pauvres. À ce moment-là, la génération future va dire, oui, allez-y, vous pouvez extraire le pétrole du sol, ne le préservez pas. Alors voilà ce que je vous dirais, moi. Voilà le cadre déontologique ou éthique convenable pour être responsable vis-à-vis de la nature. Nous ne sommes pas des conservateurs, nous sommes des gardiens de la valeur naturelle. Laissez-moi vous dire que le fait d'être responsable de la valeur plutôt que d'être conservateur de biens trouve un écho dans bien des cultures. Voici quelques exemples. Le cadre chrétien. Si vous connaissez la parabole des talents dans l'Évangile de Luc, songez-y à cette parabole-là. Que vous dit-elle? Le maître s'en va, laisse des talents, de l'argent, c'est-à-dire revient et leur demande ce qu'ils en ont fait. Un lui montre ses talents en disant, voilà, je les ai bien enveloppés, bien conservés, les voilà, ils sont toujours aussi bons. Et le maître ne dit pas bravo d'avoir préservé ses talents, il lui dit, non, il le dispute en lui disant, espèce d'imbécile. Ceux qu'il va louer sont ceux qui ont fait, ont multiplié les talents. Voilà ce qu'il fallait faire. Et si vous regardez le cadre éthique musulman, très différent, regardons par exemple le Koweït. Quand ils ont extrait le pétrole du sol, mais ils se sont servis des recettes de ce pétrole pour accumuler un fonds pour les générations futures parce que ils reconnaissent dans le cadre musulman que c'est essentiel du point de vue déontologique, d'assurer l'avenir des générations futures. Non pas en conservant le pétrole pour ces générations-là, mais en conservant les fruits de l'extraction du pétrole. La plupart des autres gouvernements ne se sont pas comportés de cette façon-là. Mais les Africains ne sont pas en train de féliciter leur gouvernement d'avoir pillé le continent. Au contraire, ils sont très fâchés. Ils se disent, et qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous raconter à nos enfants lorsque nous n'aurons plus rien? Donc, l'idée de rattacher la valeur à l'avenir, ça, c'est un principe déontologique assez commun, je crois. Dans le cas du delta du Niger, le gouvernement nigérien devrait s'engager de façon transparente à utiliser ces recettes de façon avantageuse pour tous. Comment le faire? Bien, passons au quatrième maillon de la chaîne. Que faire des recettes à ce moment-là? Vous êtes en train d'exploiter une ressource naturelle, vous l'extraitez du sol, et vous devez donc accumuler un autre bien, quelque chose de plus productif. À l'heure actuelle, normalement, dans les pays les plus pauvres, cela ne se fait pas. Le Nigeria a extrait des milliards de dollars en pétrole depuis les années 70 jusqu'aujourd'hui. À part une brève période, ils n'ont presque rien économisé. J'ai rencontré le ministre des Finances du Nigeria il y a 3 semaines. C'est un bien bon gars. Il m'a demandé, la première question qu'il m'a posée, c'était est-ce qu'on économise suffisamment d'argent? Il vient tout juste d'être nommé ministre des Finances. Il a hérité une situation, la situation suivante. Les recettes du pétrole couvrent à peine les dépenses du pays. Donc, il n'économise absolument rien. Passons maintenant au dernier maillon. Bon, alors vous avez économisé de l'argent. Que faire de ces économies maintenant? Ici, le modèle de la prudence, c'est la Norvège. Des douzaines d'autres gouvernements se tournent vers la Norvège pour leur demander des conseils. Mais en fait, ce sont de très mauvaises nouvelles parce que ce que fait la Norvège, c'est bien pour la Norvège,
mais ça ne s'applique pas bien à un pays à faible revenu. Parce que la Norvège extrait le pétrole du sol et donne tout l'argent à des banquiers du New York qui sont si sages, savent investir l'argent. L'idée de base qui est censée et raisonnable, c'est que la Norvège investit plus de capital que tout autre pays du monde. Donc, le fait d'investir encore plus de capital en Norvège, le fait de rajouter du capital à la Norvège ne serait pas logique. Ce serait plus logique que pour la Norvège d'acquérir des biens et du capital au Canada ou n'importe où au monde qu'en Norvège. Mais, bien entendu, pour un pays comme le Sierra Leone, qui vient juste de découvrir que lui aussi a du pétrole, ce serait obscène pour ce pays d'acquérir des avoirs et des biens dans d'autres pays. Il n'y a eu aucun investissement dans ce pays depuis 40 ans. Vous y arrivez et ça vous frappe. Freetown est une ville sans infrastructure qui continue à essayer de fonctionner avec l'infrastructure d'une toute petite ville des années 50. Et il y a plus d'1 million d'habitants maintenant dans cette ville. Alors, ce dernier maillon signifie que ces économies doivent être investies dans le pays même. Et ça, c'est difficile parce qu'à l'heure actuelle, bon nombre de ces pays, une raison pour laquelle ils n'investissent pas, c'est qu'ils n'ont pas la capacité d'investir de façon productive. La FMI doit imposer certaines contraintes. Et ils ont raison, dans une certaine mesure, de le faire. Et dit, placez l'argent ailleurs, faites la même chose que la Norvège. Ce n'est pas la bonne conclusion. La bonne conclusion, c'est enlever ces contraintes, créer de la capacité pour investir de façon productive. Investissez dans l'investissement. Renforcez la capacité. Alors voilà la chaîne décisionnelle. Elle est longue, n'est-ce pas? Et c'est une chaîne parce que si un des maillons est faible, toute la chaîne ne fonctionnera pas. On ne peut pas tout simplement soulever, on ne pourra pas soulever avec cette chaîne une population ou un pays de la pauvreté jusqu'à la prospérité. Alors, cette chaîne doit pouvoir être réutilisée maintes et maintes fois pour chacune des générations. On ne peut pas transformer les choses radicalement et rapidement dans le monde économique. Alors, comment est-ce que toute cette chaîne décisionnelle peut continuer à être robuste d'une génération à l'autre? Je vous laisse songer à cette question pendant quelques instants, pendant que je passe à un autre aspect de la gouvernance. Un autre trou, le trou créé par le fait que bon nombre des biens naturels ne respectent pas les frontières. Je pourrais vous en offrir plusieurs exemples, mais je vous offre celui-ci. C'est un bien naturel mineur. Les gens ne connaissent pas bien jusqu'ici. Et peut-être que vous le connaissez, mais je vais vous en parler. Les poissons ne voyagent pas avec des passeports et se promènent là où ils veulent. Ce ne sont pas des biens nationaux, surtout le poisson des grands océans. Les poissons représentent une tragédie mineure. Ça vous prendrait 5 minutes à vous renseigner sur ce dossier, si vous ne le connaissez pas déjà. Et lorsque vous apprendrez à connaître l'histoire du poisson et des poissons, vous serez terrifiés. Je vous offre donc cette petite leçon de 5 minutes sur les poissons. Jusqu'à très récemment, il n'y avait aucun problème du point de vue du poisson parce que la technologie n'était pas si sophistiquée. Vous pouviez continuer à pêcher, et puis le poisson pouvait continuer à se reproduire. Maintenant, la technologie de la pêche ne cesse de s'améliorer. C'est rendu une super technologie. On se promène avec un gros aspirateur essentiellement et on aspire carrément le poisson. Avec cette technologie, si on continue à l'utiliser sans limite, il n'y aura plus de poissons. Ça, c'est du pillage du type 2. Il n'y aura plus de poissons pour nos petits-enfants.
une fois qu'on pose le problème de cette façon-là, le test éthique de ce que voudra de nous l'avenir, bien là, c'est très simple. Si nous visitons cet avenir en disant « Désolé, nous, on va manger tout le poisson, mais ne vous inquiétez pas, on vous donnera d'autres choses. On va vous donner beaucoup de jeux vidéo. » Que va nous dire l'avenir? L'avenir nous répondra « Non, on en a déjà assez de jeux vidéo. De toute façon, c'est périmé, c'est désuet, les jeux vidéo. On voudrait du poisson. » Alors, dans ce cas-ci, l'obligation éthique envers l'avenir, c'est de préserver ce bien naturel. La différence entre le pétrole du Nigeria et le poisson nous montre pourquoi il faut prendre des décisions environnementales pragmatiques. On ne peut pas toujours citer la préservation comme principe de base. Il faut analyser ça cas par cas dans le contexte de l'avenir et voir ce qui convient le mieux à l'avenir. Dans le cas du poisson, il faut préserver le poisson. Maintenant, pour préserver le poisson, face à notre technologie inouïe pour la pêche, il va falloir imposer des limites très strictes sur la pêche. Une fois que vous limitez de façon stricte la pêche, vous créez ce qu'appellent les économistes le droit, des droits de pêche, des droits qui deviendront très, très utiles. Je vous explique ce principe-là aussi. Songez à un baril de pétrole qui coûte environ 7 $ à extraire du sol. Voilà le coût total, tout, le coût en capital, le risque, les salaires, le coût de la main-d'œuvre. Une fois que, après ça, ça coûte environ 70 $. Donc, 63 $, de 63 $, c'est la valeur intrinsèque de ce baril de pétrole. Puisque ça vous coûte 7 $ pour l'extrait, vous le revendez 70 $. Maintenant, le poisson, une fois qu'on a limité on a contingenté la pêche, ce sont les prises qui deviennent extrêmement précieuses et auxquelles on rattache une valeur très élevée. Donc, la valeur, à ce moment-là, s'élèverait à environ 20 milliards $. Je viens de recevoir un courriel d'une équipe de recherche hier me disant « Non, je pense qu'on a sous-estimé. Nous croyons qu'en fait, la valeur s'affiche à 50 milliards. » Alors, mais disons de façon conservatrice, 20 milliards. Alors, qui devrait recevoir ce 20 milliards? Est-ce que ça devrait être les pêcheurs? Pourquoi? Vous savez, les pêcheurs le reçoivent à l'heure actuelle parce qu'eux disent, bon, ben nous, on a toujours eu le droit de pêcher, de faire de la pêche, alors on devrait pouvoir continuer à le faire. Et ça, c'est une décision déontologique fausse. Vous pouvez, et vous reconnaissez la même fausseté avec les changements climatiques où les Chinois disent, vous savez, puisque l'Amérique du Nord et l'Europe ont émis avec toutes sortes d'émissions de carbone pendant tant d'années, nous, c'est notre tour maintenant. Non, on parle de période d'abondance et de période et le contraire. Alors, pourquoi les pêcheurs devraient-ils avoir droit à tout cela? Le poisson, après tout, appartient à tout le monde. Dans un monde idéal, alors, les pêcheurs vont nous payer environ 20 milliards $ pour avoir le droit de pêcher. Plutôt, savez-vous ce qui se passe? Nous, on les paye. Nous, on donne dans le monde entier, on donne quelques 30 milliards $ aux pêcheurs, nous. Alors, plutôt que de eux en train de nous payer, nous, on les paye. Qu'ont-ils fait de ce 30 milliards $? Ils continuent à pêcher. Ils sont en train de piller les stocks de poissons. Ils sont en train de subventionner l'extinction de bon nombre d'espèces de poissons. Ça nous coûte une fortune. Au lieu de recevoir 20 milliards, on est en train de leur donner 40. Et en cours de route, on est en violation de nos obligations envers l'avenir. Alors voilà l'histoire du poisson. Est-ce que ça pourrait être différent? Certainement. Il faut contenir et limiter la prise. Comment le faire?
Dans mon livre, je suggère tout simplement qu'il est très difficile de jouer la police et de contrôler tous les océans. Nous n'avons pas la technologie pour le faire, ni de contrôler les prises. Peu importe. Que doit-il se produire chez ce poisson avant qu'il ne soit extrait de l'océan pour se retrouver sur votre assiette? Ne songez pas à un seul pêcheur qui fait la pêche dans une rivière. Songez à ces flottes commerciales énormes qui sont en train d'aspirer tout le poisson. Que doivent-ils faire de tout ce poisson? Ils sont obligés d'établir le prix du poisson. Il faut que ça passe par le marché de gros. Et tout ce qui passe par le marché de gros doit être imposé. Alors, ce qu'il nous faut, c'est un taux d'imposition mondial qui nous permettra de réduire la consommation du poisson suffisamment pour assurer sa survie. Alors, voilà l'histoire du poisson. Mais la tragédie, c'est que ça a pris, 5 minutes pour vous faire comprendre que si nous ne faisons pas quelque chose, que nous serons en contravention fondamentale de nos obligations envers nos petits-enfants. Et pourtant, rien ne se produit à l'heure actuelle. Si nous n'arrivons pas à bien gérer le dossier du poisson, comment pensons-nous pouvoir gérer les dossiers plus complexes, le carbone, les ressources naturelles qui sont d'une valeur énorme, qui se retrouvent sous l'océan à l'heure actuelle? Et donc, voici notre deuxième défi. Comment bien gérer le dossier du poisson et, en fin du compte, tous ces autres biens naturels aussi? Alors, je vous ai lancé 2 questions. Comment est-ce que le milliard plus pauvre du monde a accès à ces décisions et comment est-ce que la communauté internationale peut avoir accès à ces décisions aussi? Dans le cas du milliard le plus pauvre du monde, et on parle de biens transnationaux, il n'y a aucun remplacement. Il faut avoir une masse critique de citoyens éclairés, avisés, qui comprennent cette chaîne décisionnelle, qui comprennent qu'il s'agisse de la science ou de l'économie et qui comprennent pourquoi ça leur est si important. De quelle taille doit-elle être, cette masse critique? Ça n'est pas obligé d'être toute la population, ça dépend. Comment sont prises les décisions? Définissons une masse critique comme étant un groupe de personnes assez nombreux pour que ces décisions aillent dans le bon sens. Il faut que cela se fasse une société à la fois dans les pays du milliard les plus pauvres du monde et dans les autres pays aussi, nos propres sociétés à nous aussi. Pouvons-nous développer une telle masse critique? Voici les bonnes nouvelles. La technologie, en fait, dans ce sens, est de notre côté. Il y a 20 ans, 15 ou 20 ans, ça aurait été sans espoir. Laissez-moi vous parler d'une société qui est beaucoup plus opprimée que presque toutes les sociétés du milliard le plus pauvre du monde. Et ça, on parle de la Chine. N'oubliez pas qu'en 2008, il y a eu des tremblements de terre en Chine. À cause de ces tremblements de terre, des écoles se sont écroulées et ont tué les enfants. Pourquoi? Parce que les écoles avaient été mal construites, il y avait eu beaucoup de corruption, de mauvais règlements. 48 heures suivant ces tremblements de terre, des citoyens ordinaires avaient réussi à faire 3 choses. D'abord, ils ont appris pourquoi ces écoles s'étaient écroulées si facilement à l'aide de l'Internet. Ensuite, ils ont appris qui, dans leur gouvernement local, avait accepté les pots de vin, qui ont fait en sorte que les écoles ne respectaient pas les normes. Et troisièmement, dans 48 heures, ils s'étaient organisés. Dans un délai de 48 heures, ils avaient organisé des manifestations contre ces fonctionnaires corrompus. Si vous regardez dans Internet, vous allez retrouver une belle photo d'un fonctionnaire chinois à genoux dans la rue devant une foule de parents enragés, de parents furieux. Si cela peut se faire en 48 heures en Chine, imaginez-vous ce qui peut se faire ailleurs dans le monde. Ils ont la technologie de l'information. Dans bon nombre de cas, ils ont de la technologie de l'information qui est supérieure à la nôtre. Google a envoyé une équipe à Kenya récemment, non pas pour montrer
aux gens du Kenya comment utiliser cette technologie, mais d'apprendre d'eux comment l'utiliser. Parce que au Kenya, les citoyens, n'ayant pas les moyens ordinaires de coordination et de communication, ont inventé des choses très innovatrices, ont trouvé de nouvelles façons d'utiliser ces technologies existantes. Alors, une tâche serait de démarrer un processus de communication de l'information. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, justement pour essayer de contribuer à cette masse critique de citoyens éclairés. Aussi, à titre d'un citoyen parmi tant d'autres, un groupe qui, je suis membre d'un groupe qui a créé un site web qui s'appelle naturalresourcecharter.org. Visitez-le, naturalresourcecharter.org. Il nous faut cette masse critique de citoyens éclairés, non seulement chez ce fameux milliard, mais dans les sociétés riches aussi pour comprendre des dossiers tels que celui du poisson. Et dès que nous aurons une masse critique capable de comprendre ces questions, nos dirigeants iront à ces conférences internationales et reviendront en parlant, en se vantant d'avoir si bien défendu nos intérêts nationaux et d'avoir sacrifié les intérêts mondiaux. Il faut qu'on crée une masse critique de gens qui vont prévenir, qui vont empêcher les politiciens de faire cela. Pourquoi suis-je au Canada? En partie parce que David ici m'a invité à assister à une réunion, mais surtout, et d'abord et avant tout, parce que le Canada a un rôle de leader à jouer. Il faut que le Canada contraigne d'autres dirigeants du monde à agir. Je vous explique pourquoi. Vous êtes le seul pays du G8 qui a véritablement énormément de ressources, qui est véritablement riche en ressources. Nous avons un rôle de leadership dans la gestion des ressources naturelles. Qui plus est, vous n'avez pas tout ce bagage colonial de la plupart des autres pays du G8. Donc, votre rôle de leadership ne sera pas perçu comme une intrusion, mais plutôt par les gens qui ont tant de difficultés dans ce fameux milliard de gens plus pauvres du monde. Et ils ne craignent pas que l'histoire se répétera chez vous. Mais ce n'est pas la seule raison. Vous êtes aussi, à Toronto, vous avez le plus gros marché financier du monde, c'est-à-dire qui exploite les ressources naturelles. C'est la nouvelle vague de l'extraction de ressources et d'entreprises d'exploitation des ressources naturelles. Je ne demande pas au Canada de s'isoler dans le monde et de diriger un nouveau secte. Je vous demande de faire preuve de leadership en développant une gouvernance fondamentale qui est éthique dans le contexte de l'exploitation et de l'extraction de ressources naturelles. Songez à ce qui est arrivé dans la RDC. Vous n'êtes pas obligé d'être des saints pour reconnaître qu'il faut faire quelque chose. Inutile de dire qu'il ne s'agit d'un problème que pour le gouvernement de la RDC. C'est à eux de régler leurs propres problèmes. Ils ne peuvent pas. Ils ont les lois en place, ne peuvent pas les appliquer. Nous, comme communauté internationale, pas seulement le Canada, mais le Canada doit diriger la communauté internationale. Vous devez démarrer le dialogue avec les Chinois pour développer des principes déontologiques de base en commun et assurer leur application. Mais d'abord, développer les principes, ensuite appliquez-les. J'aimerais terminer en vous racontant l'histoire de l'échec, une histoire de l'échec d'application de principe et ce que cela signifie. Il y a 10 ans, l'OCDE a adopté des lois pour lutter contre les pots de vin dans les pays pauvres. Et dans mon propre pays, la Grande-Bretagne, le gouvernement a des antécédents terribles, a souvent évité d'appliquer ces lois. Il y a eu une seule poursuite au cours des 10 dernières années, et je le sais parce que le bureau de la fraude, des fraudes graves, m'a demandé de témoigner comme témoin expert pour la poursuite. Mais ce cas-là a fait l'objet d'une poursuite uniquement parce que la gestion de cette entreprise a changé. Et la nouvelle gestion était tellement horrifiée par ce qu'avait fait l'ancienne gestion qu'ils
ils se sont tournés vers le bureau des fraudes graves et ont dit, s'il vous plaît, poursuivez notre entreprise pour qu'on puisse se débarrasser de ces gens-là. Voilà la seule poursuite intentée en Grande-Bretagne. Moi, j'ai été embauché comme témoin expert pour témoigner au sujet des coûts. Et on dit, cela a fait augmenter les coûts de ces projets de construction de 15 %. Ça a coûté à ce pays 7 millions de dollars de plus. Et ce n'était pas du tout ce que j'ai dit. Moi, ce n'était pas ça le coût. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il devenu, ce 7 millions de dollars? Et il a été offert un pot de vin à un fonctionnaire de niveau moyen. Et ce gars-là, qu'a-t-il fait de ce 7 millions de dollars? Il n'est pas allé dépenser cela sur lui-même ou sur sa famille, ses amis. Non, il l'a investi. Il l'a investi dans le pouvoir. Il a développé tout un système de corruption politique. Il est devenu député parlementaire. Et au moment où j'ai témoigné, il était rendu le ministre des Transports de son pays. Voilà le coût d'avoir une telle personne comme ministre des Transports. C'est sûr que ça coûte beaucoup plus que 7 millions de dollars. Songez à ce qu'a fait cette entreprise en donnant ce pot de vin. Ça a nié à une personne honnête la chance de diriger la politique de transport du pays. Voilà notre responsabilité éthique. Nous ne sommes pas obligés d'être des saints pour reconnaître que le fait d'infliger de tels dommages sur les plus pauvres sociétés du monde, c'est mal. Alors, je vous supplie de lire mon livre. C'est une tentative d'être agent catalyseur, de diffuser de l'information dans nos propres sociétés, d'éclairer les gens pour qu'on puisse aider les pauvres du monde. Alors, s'il vous plaît, soyez l'avant-garde de ce mouvement. Merci encore une fois de vous être jointe à nous pour cette merveilleuse conférence par Paul Collier. Il y a des micros dans la salle, dans les escaliers. Un de chaque côté. Si vous avez des commentaires ou une question à poser à M. Collier, veuillez bien les prononcer dans le microphone en vous identifiant d'abord. Posez une question en français, n'hésitez pas et je tenterai de traduire. Et d'ailleurs, je ne doute pas que Paul parle bien le français. Please, ma'am. Allez-y, madame. Merci. Je m'appelle Catherine Coumans. Je travaille pour un organisme qui s'appelle Mining Watch Canada. Mining Watch Canada fait partie d'une coalition qui s'appelle le Réseau canadien sur la responsabilisation des entreprises. Et nous avons fortement appuyé un projet de loi qui s'appelle C300. Et je voulais, le projet de loi C300, Et je pense que, comme dans le cas du poisson, les compagnies d'exploitation minière ne respectent pas les frontières non plus, vont là où elles veulent. J'ai été frappée par votre discussion de l'écart de gouvernance ou le problème de gouvernance, ainsi que votre discussion des responsabilités du Canada. Je la vois, cette responsabilité, en tant que quelque chose qui ne saurait attendre jusqu'à ce que le Canada développe des régimes réglementaires internationaux ou des systèmes de soutien pour les règlements internationaux. Ces choses sont importantes. Je crois qu'on a un rôle à jouer là-dedans, mais c'est tellement urgent que nous avons besoin au Canada de commencer à adopter des lois, à réglementer le comportement des compagnies d'extraction minière quand elles fonctionnent à l'étranger. On peut le faire par le biais du projet de loi C300 qui examine précisément le rôle du public et des fonds publics canadiens pour subventionner les activités de ces compagnies, comme vous l'avez dit. Donc, ce soutien, cet appui public ne sera pas accordé à des compagnies qui n'atteindront pas ou ne respecteront pas des normes élevées environnementales. Alors, est-ce que vous connaissez le projet de loi C300? Que pensez-vous de ce projet de loi ou de cette tentative de projet de loi? Connaissez-vous d'autres exemples dans le monde où des gouvernements ont dit, bien, nous allons commencer à prendre des mesures chez nous
pour réglementer les compagnies à l'étranger, nos compagnies étrangères. Le Canada a effectivement un rôle de leader à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça signifie d'assumer un rôle de leader, de leadership? C'est très simple. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire « faites ce que je dis parce que je fais ». Si c'est ça le message, à ce moment-là, vous n'allez mener personne nulle part. Donc, mener des communautés, la communauté internationale, être un leader, ça veut dire qu'il faut prendre le premier pas, faire le premier pas et dire bon, oui, il faut d'abord faire le ménage chez soi avant d'aller faire le ménage chez les autres. Mais il faut faire le ménage à l'échelle mondiale, ça c'est sûr. Je vois qu'il y a un monsieur au micro là-bas. Allez-y. Et ensuite, nous passerons à l'autre micro. Bonjour, monsieur Collier. Merci d'être venu. Merci pour votre présentation. Je m'appelle Pierre Marelenko. Je travaille pour une organisation Ingénieurs sans frontières, un chapitre universitaire. Nous travaillons pour promouvoir le développement de l'infrastructure dans certains pays en Afrique. J'ai une question. Alors, vous avez dit que bon, les revenus des ressources naturelles d'un pays devraient être investis pour promouvoir l'infrastructure, renforcer l'infrastructure de ce pays. Alors ma question est la suivante. Comment est-ce que c'est possible sans nationaliser les ressources elles-mêmes ou l'exploitation de ces ressources? Bon, bien pour l'instant, les Chinois ont des contrats à propos de l'extraction des ressources minières. Ce ne sont pas de très bons contrats ou de bonnes ententes, mais ce n'est pas le lien entre l'extraction et l'infrastructure qui soit mauvais, mais c'est le fait que la Chine soit la seule. C'est un monopole. Si c'est un monopole, vous êtes le seul à offrir ces ententes ou ces possibilités. Bien écoutez, la Chine a davantage une idée de ce que valent ces biens que quiconque. Donc, la technologie dont je parle dans vous permet de faire des ventes aux enchères. J'en parle dans mon ouvrage. L'avantage de ces ventes aux enchères, c'est que le gouvernement ne sait pas, il n'a pas besoin de savoir ce que valent ces choses-là tant que vous avez une compétition, donc une guerre des prix entre des compagnies informées. Et cette compétition va révéler la véritable nature. J'étais en Zambie il n'y a pas longtemps et j'ai parlé aux autorités fiscales. Les compagnies de cuivre ont des comptes énormes. Il y a une asymétrie énorme entre le gouvernement et les compagnies d'extraction de cuivre. Mais vous savez, un gouvernement en concurrence, qui fait concurrence à ces compagnies, bien, ces compagnies vont, veut pas, révéler la valeur véritable de ces richesses. Pour ce qui est de ces ententes, infrastructure, extraction, bon, plutôt que de dire à la Chine de ne pas faire cela, parce que de toute façon, elle va l'ignorer, cela, mais ou elle va pas suivre nos conseils, c'est qu'on a besoin du même cadre, une mise aux enchères où différents consortiums vont pouvoir faire des offres par rapport à l'infrastructure qu'elles pourront offrir. Si la Chine gagne, eh bien très bien, la Chine aura été jugée comme fournissant la meilleure valeur, mais si j'étais ministre des Finances et que j'étais prudent, je serais tenté en fait par ce lien à la chinoise entre les ressources et l'infrastructure parce que d'une certaine façon ça permet de contourner ou d'éviter les problèmes de gouvernance que je vous ai décrits. Imaginez que je sois un ministre des Finances prudent et le FMI me dit, bon, ne faites pas les choses ainsi. Vendez les ressources, prenez cet argent, investissez-le dans votre budget et ensuite achetez les infrastructures. C'est comme ça que ça devrait être. C'est l'idéal, bien sûr. Bon, et en tant que ministre des Finances, je me dis, bon, je vends les droits pour extraire les ressources. L'argent est dans le budget. Voilà le budget. Lui, c'est le président. Bon. Et voilà le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense regarde le président et lui dit, bon, ou elle, les troupes ont besoin d'être équipées, d'avoir un meilleur équipement. Et le président regarde et dit, je pense qu'on va augmenter
le salaire des soldats. Et les 30 autres ministres autour de la table du cabinet vont dire la même chose. Donc moi, j'ai une voix. Et si je dis ici, on dépense ça sur des choses de consommation, nous violons les droits de notre génération à venir. Il faut investir cela. Si je suis ministre des Finances et que je suis prudent, je pense que je trouverais les ententes à la chinoise très intéressantes. L'argent arrive dans le budget. Les Chinois ensuite construisent ces infrastructures. Le problème avec cette méthode à la chinoise à l'heure actuelle, c'est que c'est un monopole. On devrait, nous tous, nous en inspirer et nous joindre à eux. Merci. Allez-y, monsieur. Je m'appelle Ndongome Bometa. Je suis chercheur adjoint au Centre de recherche sur les innovations sociales à l'Université du Québec à Montréal. Merci pour la conférence. Je suis venu parce que je voudrais vous poser une question. Vous avez attaqué de plein fouet la problématique du pillage des ressources, de ce que vous appelez les biens naturels. Question concernant l'existence passée, présent et même future d'un cadre, d'une structure de réglementation, j'allais dire de régulation de la gestion de telles ressources à l'échelle internationale, comme on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de droits humains, de démocratie, d'enjeux environnementaux, concernant la gestion des ressources naturelles, des biens naturels. Est-ce qu'il y aurait des arguments d'ordre peut-être juridique, économique, culturel, éthique qui justifieraient, n'est-ce pas, l'existence d'un tel cadre? Parce qu'on connaît bien qui sont les pilleurs, qui sont les pillés. Vous avez parlé du poisson, on pourrait parler du bois, de l'or, du diamant et que sais-je encore. Donc ma question porte sur l'existence d'un cadre qui régulerait, n'est-ce pas, la gestion à l'échelle internationale de tels biens et de telles ressources. Merci. Yeah. First of all... Alors, bien. Tout d'abord, je vais répéter. Bon, parfois, la bonne forme de gestion, ce n'est pas la conservation. Prenons une forêt, par exemple. Parfois, la bonne chose à faire, c'est d'élaguer, de couper les arbres et de bâtir une ville dessus. D'accord? C'est arrivé à Londres. C'est arrivé avec Londres. On est heureux que cette forêt ait été coupée. Donc, parfois, la meilleure chose à faire, ce n'est pas toujours la conservation. Bon, mettre sur pied des règles internationales de bonne gestion, oui. Oui, ça c'est ce dont on a vraiment, c'est ce qu'on a vraiment besoin de faire pour prévenir le pillage qui a eu lieu par le passé. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour ces règles? Bien, à l'heure actuelle, il n'y a pas de gouvernance mondiale, hein? Donc, de gouvernance à l'échelle planétaire. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre sur pied des conventions internationales, de faire ça un peu en silence. La charte, le groupe International Resource Charter, c'est ça, c'est un groupe de citoyens qui s'organisent silencieusement. Bon, c'est quoi ces règles? C'est en partie la raison pour laquelle je vous ai parlé de cette chaîne de décision, c'est parce que, bon, certains de ces éléments sont un peu techniques. Il s'agit des systèmes fiscaux. Ce n'est pas juste aussi la transparence et la bonne gouvernance qui importe. Ça, c'était le bon point de départ. Moi, j'aime la transparence. J'en suis un grand partisan, comme vous le savez. Mais il faut absolument être transparent en matière de recettes et de revenus. Si on n'a pas cette transparence, à ce moment-là, finalement, tout le reste ne sert à rien. Et l'initiative de transparence, c'est un bon exemple donc, de conventions qui ont été lancées par 30 jeunes personnes, des jeunes personnes dans une petite ONG. Et très rapidement, c'est devenu une convention internationale. D'ailleurs, à ce sujet, notre inspiration pour notre charte des ressources, là, c'était justement l'histoire de la façon dont l'initiative sur la transparence est née. Parce que c'est assez drôle et c'est assez encourageant en même temps. Ça a été une grande réussite. C'est passé de 0 à plus de 30 pays signataires en quelques années. Et si vous lisez sur Internet l'histoire officielle, ce que ça vous dit, c'est que cette initiative a été lancée par Tony Blair à un grand sommet international en Afrique du Sud. Bon, en fait,
Et ce n'est pas lui qui l'a fait. Il n'a rien fait de la sorte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il allait lancer ça à la réunion du petit déjeuner. Ensuite, il a eu des doutes, il a hésité. Et il a parlé de quelque chose de complètement différent, finalement. Heureusement, la fonction publique britannique est suffisamment incompétente. Ils ont quand même appuyé sur le bouton et le communiqué de presse a été envoyé. Et maintenant, on a l'initiative de transparence pour le ministère d'extraction minière. Bon, pourquoi c'est encourageant cette chose-là? C'est que si quelque chose qui a eu un aussi mauvais départ que cela peut être une si grande réussite, imaginez qu'on fasse bien les choses dès le départ. Donc oui, on a besoin de cette chaîne de gouvernance mondiale, mais ce n'est pas aussi impossible qu'on le pense. Allez-y, monsieur. Merci, professeur Collier, pour votre discours, votre présentation et ce sentiment d'urgence que vous nous amenez ici. Je m'appelle Falid Ayoub, récemment diplômée de l'école Patterson d'affaires internationales. J'ai deux questions à vous poser, si vous me le permettez. D'abord, vous avez dit aujourd'hui, dans votre entretien avec Edwin Solomon, que vous alliez envoyer une copie au Premier ministre. Est-ce que vous l'avez aussi envoyé à d'autres leaders et dirigeants du G8, étant donné l'urgence de certains enjeux, comme la réforme financière internationale et la crise économique, les budgets de remise sur pied des économies? Est-ce que c'est trop tard pour que le G8, G20 examine cette question, la question de l'extraction des ressources? Est-ce que c'est trop tard? Sinon, si ça ne l'est pas trop tard, quel serait le rôle de la société civile dans les 3 prochaines semaines à 4 prochaines semaines, juste avant que se tiennent ces sommets? Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire? Bon, d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu l'entretien à la télé, c'est pas que j'ai envoyé le livre à David Cameron. En janvier, j'ai reçu un message de sa part me disant « J'ai lu vos autres ouvrages, j'ai entendu dire que vous avez écrit un autre, il n'est pas encore sorti, pourrais-je avoir une copie à l'avance ?» J'étais surpris, il a d'autres choses à faire, lui, quand même. Mais bon, je lui ai envoyé, je sais qu'il l'a lu parce que il a même lu ce que j'avais écrit dedans. En fait, moi, je n'ai pas de parti politique, j'aime pas avoir d'allégeance politique, mais j'étais assez impressionnée par son attitude. Et évidemment, ça a l'air d'être quelqu'un de très sérieux. Vous m'avez demandé si je l'ai envoyé aux autres dirigeants du G8, ils ne me l'ont pas demandé. Bon, mais peut-être que je devrais le leur envoyer quand même. Mais vous, au Canada, vous pouvez vous assurer que votre Premier ministre le lise, mon ouvrage. Est-ce que c'est trop tard? Non, bien sûr que ça ne l'est pas. Bien sûr que non. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le Canada, c'est une question tout à fait naturelle pour le Canada. Mon Dieu, vous êtes le pays le plus riche en ressources naturelles, vous financez l'extraction de ces ressources, vous devriez prendre les rênes en main. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? Qui est censé prendre les rênes en main, prendre les devants? Et vous avez tous les leaders mondiaux qui viennent ici. De quoi d'autre devriez-vous parler si ce n'est pas de cela? J'imagine que la raison pour laquelle on n'allait pas en parler, c'est parce que on pense que au G8, on ne parle que de questions économiques. Eh bien, c'est quoi ça si ce n'est pas économique? Milliards de dollars d'exportation d'or qui sortent de la République démocratique du Congo alors que 37 000 rentrent. Si ce n'est pas de l'économie, ça c'est quoi? Donc, le Canada, bien sûr, devrait prendre les rênes en main. Et bien sûr, votre voix est importante pour concrétiser les choses, pour faire bouger les choses. Et si on n'en parle pas au G8 cette fois-ci, eh bien, faisons assez de vagues pour s'assurer que les milliards de dollars dépensés, votre argent pour assurer la sécurité au G8, on n'en parle pas, bien sûr. Eh bien, ils auraient dû quand même en parler de cela. Et si ça ressort, pourquoi est-ce qu'on dépense 1 milliard de dollars alors qu'il y a des choses plus sérieuses dont on devrait discuter? Au minimum, on devrait en parler au G8.
Je suis désolée, je vois qu'il y a deux messieurs qui ont des questions à poser. Je pense qu'on va on va s'arrêter. Vous venez de poser votre question, n'est-ce pas? Vous n'avez pas encore posé votre question? Bon, alors pourquoi ne pas... Si vous pouvez poser vos questions brièvement, on va essayer de vous permettre à tous les trois de poser vos questions. Mais il va falloir qu'on s'arrête dans environ 5 minutes. On commence à clore la session dans environ 5 minutes. Merci, M. Collier, d'avoir répondu à mes questions. Ma question s'articule autour du défi de la gouvernance mondiale et des règlements internationaux de façon générale, avec la disparition du capital, avec le fait d'envoyer le capital là où il est le plus utile, la fuite des capitaux. Même si un pays ou plusieurs pays ont les bons règlements en place et obtiennent les bons loyers pour leurs ressources, que suggérez-vous pour surmonter les obstacles pour les entreprises pour qu'il est beaucoup trop facile d'aller s'installer n'importe où? Oui, c'est vrai que ça, c'est un problème du maillon faible. Et voilà pourquoi, ou du maillon le plus faible, voilà pourquoi il nous faut des règlements internationaux. Ce n'est pas un obstacle insurmontable parce qu'il y a un nombre limité de pays qui participent à l'extraction de ressources. Et donc, il faut les sensibiliser, ces pays-là. Ce n'est pas un gros défi éthique, les chiffres que je vous ai donnés. Vous n'êtes pas obligé d'être un saint pour ressentir qu'il s'agit de pillage et que ce sont de fort mauvaises pratiques. Nous n'essayons pas. Ce n'est pas aussi exigeant que de réduire les émissions de carbone pour sauver le 21e siècle. Non, il faut réduire le vol pour sauver les plus pauvres du monde, les plus démunis du monde et leur offrir une chance d'une modeste prospérité. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas penser que serait important de faire quelque chose. Merci d'avoir accepté ma question. Vous parlez de maillon de la chaîne, d'avoir une masse critique de gens pour prendre les bonnes décisions. Et là, vous parlez du milliard de plus pauvres du monde. Comment est-ce que cela se fait dans des États qui oppriment leur peuple? Il y a beaucoup de gens, ces gens-là ne peuvent pas influencer les décisions du gouvernement. Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir se faire entendre par leur gouvernement? Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de la Chine. Si la pression peut fonctionner en Chine, ça peut fonctionner ailleurs aussi. C'est sûr qu'il y a des limites qui s'imposent, mais ici, l'avenir est de notre côté. Et la capacité des personnes ordinaires de s'organiser augmente. Et qui plus est, ce n'est même pas forcément une question d'obliger les gouvernements de faire des choses. Très souvent, c'est tout simplement que les gouvernements ne comprennent pas la bonne décision à prendre. Donc, il faut développer cette masse critique de personnes qui comprennent et cela comprend les fonctionnaires, la haute fonction publique, les hauts fonctionnaires, et les politiciens. Je ne peux pas... je vais vous parler du Ghana. C'est un bon pays, c'est un pays démocratique avec une bonne gouvernance. En 2006, ils ont découvert le pétrole. C'est le meilleur exemple que je connaisse. Au cours des 3 prochaines années, au cours des 3 prochaines années, ce pétrole-là a été pillé, même avant d'être extrait du sol. La valeur interne, la valeur du pétrole avait été dépensée. Il y a eu une orgie de dépenses avant même de mettre la main sur l'argent. Ce n'était pas du vol, c'était de la folie. Et il n'y avait pas cette masse critique de compréhension au sein de la fonction publique, les partis politiques. Cela doit se développer. J'avais un ami qui était candidat pour devenir vice-président de ce pays. Il avait été gouverneur de la Banque centrale auparavant. Dans certains pays, ils choisissent des technocrates comme vice-président. D'autres, pas toujours. En tout cas, ce qu'il dit, lui, c'était quelque chose de vital. Il a dit que ça aurait été vital pour éviter cette
tragédie au Ghana, c'était de développer la compréhension chez la population, chez les politiciens, pour que les deux partis politiques promettent de respecter la chaîne décisionnelle. S'ils avaient eu la Charte des ressources naturelles à ce moment-là, ils auraient pu tout simplement promettre d'y adhérer, de la respecter, cette charte-là. Merci. Dernière question. Bonjour, merci de m'avoir accordé la dernière question. Nous avons parlé du pillage, nous avons parlé... il y a un tout petit pays, la République du Nauru, dans le Pacifique du Sud. Il y a 30 ans, c'était environ 30 000 $. Maintenant, c'est 300 $ que les gens ont comme revenu moyen. Que dire d'un pays qui a déjà été pillé? Ça, c'est une question très difficile. Je travaille beaucoup, je me penche beaucoup sur la question de l'Haïti récemment. Toutes les forêts de l'Haïti ont disparu. De l'autre côté de la frontière, en République dominicaine, il y a des forêts. Toutes les forêts de l'Haïti ont été pillées. J'ai parlé au ministre des Finances du Cameroun il y a 3 ou 4 mois. Il m'a dit qu'il avait compris. Et il a compris la chaîne décisionnelle. Et puis là, il a eu l'air attristé en disant que faire si on a déjà extrait le pétrole et qu'on a tout dépensé sur la consommation. Ben là, il est trop tard. Notre défi, mais heureusement, n'oubliez pas ces chiffres. Heureusement, seulement 23 000 $ a été découvert. Il y a encore un autre 100 000 $ par kilomètre carré. Il faut qu'on apprenne, qu'on tire des leçons du passé. Il faut qu'on s'assure que ce prochain 77 000 $ ne soit pas pillé et gaspillé de cette façon-là. Il faut que nous assurions l'avenir. Formidable, Paul. Merci. Un grand merci. En parlant de l'Haïti, il y a une quinzaine d'années, j'écrivais quelque chose au sujet de l'Haïti et je me souviens d'avoir demandé à une personne internationale au sujet de l'Haïti, de ses exportations, et il m'a dit de façon tout à fait normal, bien. C'est sûr que ce qu'on exporte surtout de l'Haïti, ce sont les gens. Et lorsqu'on en est à ce point-là, ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour le pays. Et c'est très malheureux, ça. Pas tous les pays n'arrivent à bien gérer leurs richesses naturelles, leurs ressources naturelles. Et je pense qu'il est évident pour vous tous pourquoi nous étions si ravis que Paul Collier ait accepté de participer à l'initiative à titre de membre du groupe consultatif. Pour le CRDI, et vu que nos opérations se font sur une assez petite échelle, il s'agit d'un atout merveilleux d'avoir des conseillers comme Paul Collier qui sont prêts à collaborer avec nous et pour nous de pouvoir profiter de l'argent des contribuables de cette façon-là et de multiplier les talents à notre façon en contribuant au développement dans les pays où nous faisons de la recherche, les pays en voie de développement. Ça, c'est merveilleux pour nous tous. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté de venir nous adresser la parole ce soir.